C'est bon. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette session sur Spring Data. Je suis Julien Roy, je suis développeur depuis une quinzaine d'années. Ces 10 dernières principalement en Java. Et actuellement, je suis architecte Java chez Equino. J'ai eu envie de vous parler de Spring Data aujourd'hui parce que nos applications sont de plus en plus connectées à différents back-ends. Il n'est pas rare d'avoir dans nos applications besoin d'une base de données SQL, d'un Elasticsearch pour faire de la recherche, d'un Redis pour faire du cache par exemple. Et tous ces back-ends-là, ils ont des API spécifiques, différentes, des langages de requêtage qu'il faut apprendre. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez complexe à gérer. On va voir aujourd'hui comment Spring Data peut nous aider dans ce type de cas. Donc pour ça, on va faire un petit retour rapide sur les fondamentaux de Spring Data, comment on met ça en place. On fera un petit tour sur les différents backends qui sont supportés par Spring Data et par la communauté. On verra la plus grosse partie de notre temps dans la démo. Donc on regardera du code, comment on met en place Spring Data, quelles sont les différentes possibilités qu'on a. On regardera aussi quelques fonctionnalités qui sont un peu moins connues de Spring Data, mais qui sont réellement très utiles et qui sont intéressantes à connaître. Et on finira par les nouveautés qu'apportera la prochaine version qui sortira cet été. Pour commencer, Spring Data, ça nous fournit une API commune pour générer nos différents back-ends. Et comme ça, on va avoir une seule API à connaître et à bien maîtriser pour parler à tous nos back-ends. Ça va nous offrir des implémentations basiques de toutes les fonctions qu'on a besoin et qu'on recode souvent, comment on sauvegarde des objets dans des back-ends, comment on fait des find all, comment on compte. Tout ça, ça va venir directement avec Spring Data. Ça va nous offrir la possibilité de créer dynamiquement des requêtes. On va décrire des requêtes dans le langage Java et Spring Data va les convertir dans le bon langage du SQL, du CQL, du JPA, suivant le type de back-end. Et ça, il le fera dynamiquement. Ça va gérer le mapping des objets, donc transformer les objets qui remontent du back-end, quel que soit le back-end, dans des objets Java. Ça va gérer ce mapping. Et on ne perdra pas les spécificités. Si jamais on a vraiment besoin d'utiliser des spécificités Cassandra ou Redis, on a le moyen avec Spring Data. On va voir comment d'accéder à des couches un peu plus basses et pour reprendre la main sur des spécificités particulières. Dans les back-ends supportés, il y en a de deux types. Il y a les back-ends qui sont supportés et développés par Pivotal, la boîte qui supporte le développement de Spring Data. Dans l'eau, il y a Cassandra, Mongo, JPA, Redis, d'autres. Et il y a une autre flopée de back-end qui sont développés par la communauté. Donc là-dedans, il y a Neo4j, Couchbase, DynamoDB ou Elasticsearch par exemple. Dans la famille Spring Data, il y a un cousin un peu éloigné qui s'appelle Spring Data REST. Lui, il n'a pas pour mission de vous donner accès à des back-ends, mais il va vous permettre d'exposer vos back-ends au format REST, sous des API REST, et ça, on verra très facilement. En plus, il va gérer toute la notion d'hypermédia, donc ça donne un résultat très rapide, notamment pour l'époque, et assez fonctionnel. OK, on a presque fini les slides. On va regarder comment on peut mettre ça en place. Donc on va faire différents exemples. Il y a différentes petites applications de démonstration dans mon projet. On va recommencer par les basiques, les fondamentaux. Comment, d'une application, on va mettre en place Spring Data. Donc là, c'est une petite application très simple, une ligne de commande Spring Boot, dans laquelle il y a deux dépendances particulières. Une dépendance au starter data JPA. Donc là, le premier exemple, ça sera un petit accès sur une base de données H2 en mémoire que j'ai dans mon projet. J'ai préparé un petit modèle Java, très basique, avec 3 champs, dans lequel j'ai fait une annotation classique JPA. Là, il n'y a rien de particulier à Spring Data là-dedans. Mon entité est prête. Et mon application, comme on le disait, c'est juste un petit main, une ligne de commande. Pour l'instant, elle écrit ça sur la ligne de commande. Et j'ai préparé des petits objets
qu'on pourra sauvegarder assez facilement dans la base de données. La dernière étape, pour manipuler ma base de données H2, là, par exemple, et y sauvegarder des personnes, ça va être de créer une interface qui va représenter les opérations que je vais vouloir faire avec ma base de données. Donc on va créer une interface que je vais appeler person repository. Donc là, mon interface n'a aucune fonctionnalité. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est récupérer, comme on l'a dit, toutes les fonctionnalités que Spring Data sait faire de base, des save, des find, des count. Donc pour ça, je vais étendre mon interface de l'interface JPA repository. Je vais lui dire que je vais y stocker des personnes et je vais lui dire que l'identifiant de ces personnes, il est de type UID. À partir de ce moment-là, j'ai aucune implémentation à réaliser. Je peux directement aller n'importe où dans mon code, m'injecter un person repository, et Spring Data va se charger de faire l'implémentation de ce repository à ma place. Donc, ce qu'on va retrouver, là, c'est toutes les méthodes qui sont déjà codées et qui existent et que Spring Data met à ma disposition. Donc, il y a des saves pour sauvegarder une entité, une liste, il y a des deletes, il y a des counts, il y a des find. Il y en a déjà pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste déjà sauvegarder tous mes petits personnages que j'ai créés. Je vais les sauvegarder dans la base. Et puis à la console, je vais faire très simplement un affichage de find all. Donc là, on devrait retrouver dans la console la liste de tous mes personnages qui viennent de la base de données avec un ID, un nom, un prénom. Ça, jusqu'à là, c'est assez simple. Là, maintenant, je vais commencer à vouloir interagir avec des choses un petit peu plus spécifiques à mon métier. Je vais vouloir chercher un personnage par son prénom, par exemple. Donc là, je vais créer une nouvelle méthode. Je vais dire, je voudrais les trouver tous par leur first name. Et là, par exemple, pour commencer, je vais chercher Liza. Cette méthode, il ne la connaît pas, elle n'existe pas encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste la créer dans mon interface. Je ne vais pas l'implémenter, je vais juste la créer. Là, tout recompile. On se dit, et si je relance, ça va aussi fonctionner. Parce qu'il va interpoler ce que j'ai écrit dans le nom de ma méthode pour en créer une requête. Donc là, il va avoir créé une requête JPA, select étoile, where first name, avec mon paramètre. On peut faire des choses assez poussées. Je ne vais pas les faire ici pour ne pas perdre trop de temps, mais on pourrait faire du order by. On peut lui passer des paginations. On peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut prendre un petit exemple, par exemple, d'un truc qu'il ne faudra sûrement pas faire, mais qui est possible. C'est pareil si on fait console output. Voilà. C'est des genres de choses qu'on peut faire. Je vais chercher par tous les Simpsons qui ont plus de 20 ans. Voilà, ça marche aussi. On peut aller assez loin. Ce n'est pas forcément des choses que je recommande. À un moment, on commence à plus lire grand-chose. Donc là, si j'avais besoin d'aller plus loin et d'exécuter une requête SQL un petit peu tricky, que je ne serais pas capable de modéliser bien sûr par un nom de fonction, bah, je suis capable de le faire. Comme je vous le disais, on ne perd pas les spécificités de notre langage. Je pourrais le faire en créant une méthode sur laquelle je vais ajouter la notation addQuery. Là, je vais lui dire, c'est pas toi qui vas trouver la query, je vais te la donner. Et par exemple, pour ce backend-là particulièrement, qui est le backend JPA, j'ai le choix de lui décrire soit une requête JPA, soit de lui donner une requête native SQL. Donc là, j'ai choisi de faire une requête SQL native. Et de la même façon, voilà. Donc là, on va rechercher, sauf qu'on sera insensible à la casse. Là, on n'avait que des majuscules. Et ici, j'ai une minuscule et ça fonctionne quand même.
Donc ça, pour le basique, ça se passe là-dessus. Il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas le temps de regarder en une demi-heure, au moins sur cette partie requêtage. On va passer directement à la deuxième partie, qui est la partie REST. Donc pour la partie REST, l'appli, on va voir, elle va ressembler très fort. Il y a deux différences. Un, pour varier un peu les plaisirs, j'ai choisi d'utiliser un backend Cassandra. Donc là, j'ai sur ma machine un Cassandra qui est allumé. Et une deuxième dépendance au starter Data REST, qui lui va me permettre d'exposer sous format REST mon repository. Donc dans mon application, j'ai toujours un modèle avec les mêmes champs. Une petite différence, pour Cassandra, là j'ai une autre annotation, c'est plus une entité, c'est add_table. Mon repository, il y a deux choses qui sont un petit peu particulières. Un, j'étends plus de JPA repository, mais de type ID Cassandra repository. Je lui dis pareil, c'est des personnes, et là l'identifiant il est de type string sur mon exemple Cassandra. J'ai préparé, en plus des requêtes existantes, find all, save, que va m'apporter Cassandra repository, deux méthodes de recherche un peu custo, sur lesquelles là, par exemple, j'ai aussi demandé d'utiliser du CQL. Là, ça va être des requêtages natifs Cassandra. Et la portion intéressante et importante, c'est que j'ai ajouté la notation repository REST ressource, qui va dire à Spring Data REST, ce repository, je veux que tu me l'exposes au format REST. Dans mon application, il n'y a rien du tout. Un main et un save pour préparer les données à l'intérieur de la table Cassandra au démarrage de l'application. Donc là, si tout se passe bien, il va se connecter à mon Cassandra. Il va démarrer, là cette fois l'application ne s'arrête pas, il a démarré un Tomcat, posé sur 80-80. Et donc si on va sur 80-80, on a à la racine une première page qui est la description de tous mes endpoints. Si je vais sur personne, on retrouve ma liste de personnes exposées REST. J'ai toutes les méthodes. J'ai le get, j'ai le post, j'ai le delete qui sont déjà implémentés là. Et j'ai une dernière méthode qui est intéressante, c'est que sous le /search, je retrouve mes queries spécifiques que j'avais définies, qui sont accessibles et sur lesquelles je peux aller taper pour faire une requête. Là, par exemple, si je fais un find by last name, Flanders, voilà. Là, j'accède à ma query où j'ai demandé que Flanders, qui est du coup cette query-là. Cool. Bien sûr. Donc là, c'est une liste, parce que ici, je retourne un iterable. Et donc, automatiquement, il sait qu'il va devoir transformer ça en une collection de personnes. C'est la façon que Spring Data utilise pour gérer les hyperliens. En fait, à la place d'avoir juste mon résultat JSON classique, j'ai en plus des hyperliens. Donc on le voit ici, et on le voit aussi à l'accueil, les hyperliens pour naviguer entre les différentes fonctionnalités de l'API. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent à la partie REST, clairement. D'ailleurs, ce format-là, c'est le format hyperlink. Il y a plusieurs formats de description d'hyperlink. Celui-là, c'est le HAL, qui est utilisé par Spring Data REST. On a fait les fonctionnalités un peu basiques. On va essayer de regarder maintenant les fonctionnalités qui sont un peu moins connues, mais qui sont vraiment très utiles au quotidien. La première, c'est les repositories populateurs. Ce qui nous arrive souvent, c'est ce que j'ai fait là d'ailleurs dans ma démo, c'est qu'on voudrait, soit dans nos tests ou dans des petits POC ou des démos, peupler la base de données avec des données qu'on a souvent dans des fichiers ou quelque part. Donc pour ça, Spring Data fournit des populateurs qui sont capables de lire des fichiers en format soit JSON, soit XML, et les rentrer dans n'importe quel type de back-end au démarrage de l'application. Donc on va regarder comment on fait ça. Donc là, pour mon populator, j'ai fait la même application. La différence, c'est que là, cette fois, on utilisera Mongo pour vous montrer que c'est vraiment multi-backend et que j'ai un Mongo embarqué. J'ai toujours mon modèle.
La dernière différence, là j'ai un add document qui spécifie que c'est un document MongoDB. Un repository, de la même façon. La seule chose qui a changé, c'est le Mongo repository. Et là, dans mon populator, j'ai mon application qui va juste faire un find all et l'afficher à la console. Si je le fais là, il n'y aura rien forcément. Là, cette fois, c'est vide. Donc j'ai préparé. Voilà, donc là, on n'a rien. J'ai préparé un petit fichier JSON dans lequel j'ai mis toujours mes mêmes personnages. Il n'y a qu'une seule petite spécificité dans ce fichier JSON, c'est que pour que Spring Data soit capable de savoir cette entité-là, à quelle entité dans mon modèle Java ça va être relié, je lui fournis le underscore class en lui donnant la classe du modèle à utiliser. Malheureusement, il n'y a encore à l'heure actuelle pas de auto-configuration Spring Boot qui me ferait, avec une petite configuration dans le YAML ou dans l'application Properties, tiens, va me chercher ça au démarrage. À l'heure actuelle, il faut encore créer un build manuellement pour faire ça. Donc là, je le fais rapidement. Il est assez simple à créer, mais c'est un peu dommage que ça ne soit pas auto-configuré maintenant. On a deux types de populators, comme je vous ai dit. Celui-là, c'est pour lire du JSON, donc c'est Jackson 2. Il y a un autre qui s'appelle Unmarshaller, qui va lire le XML. La seule chose que j'ai besoin de lui donner, c'est une liste. Je peux même avoir plein de fichiers différents, des personnes et des organisations, etc. Et découper ça dans plein de fichiers. Et c'est tout ce que je vais avoir à faire. Il va automatiquement, au démarrage de l'application, lire ce fichier, insérer dans la base, et ma base elle sera prête. Une deuxième fonctionnalité qu'on a souvent à coder et qu'on a souvent la flemme de faire, c'est de la partie audit. Qui a changé quoi dans ma base de données, quand, et quel est le dernier à avoir modifié ma ligne dans la base de données. Il y a une fonctionnalité pour ça dans Spring Data. Ça nous permet de mettre ça en place très simplement. Donc j'ai aucune dépendance particulière pour cette partie audit. J'ai la même chose que tout à l'heure, un JPA et la partie REST, comme ça on regardera le résultat directement dans un navigateur. C'est sur mon modèle que ça va principalement se jouer. Sur mon modèle personne, là j'ai rajouté des colonnes, des champs qui seront des colonnes de ma base de données, created by, last modified by et les deux dates. Là-dessus, j'y ajoute des annotations qui sont fournies par Spring Data, created date, created by. Ça va lui permettre de savoir à chaque modification dans quel champ il va devoir remplir ces informations. Quand on est sur JPA, on va utiliser un listener JPA qui, lui, va dire à Spring Data, OK, je suis en train de sauvegarder une nouvelle version de cette entité ou je sauvegarde pour la première fois cette entité. Dans le repository, il n'y a rien du tout à part la même chose que tout à l'heure, l'exposition reste. Et sur l'application elle-même, il y a deux choses à faire. Un, activer Enable JPA Auditing. C'est ça qui va mettre en place le système et qui va lui permettre de mettre les bonnes informations juste avant la sauvegarde. Et le deuxième élément, c'est lui dire qui est en train de travailler avec les données. Ça, il ne peut pas le deviner. Donc, pour ça, on a implémenté un bin qui s'appelle Auditor Aware. Là, pour la démo, je fais quelque chose de très simple. Ce sera toujours admin qui manipule. Généralement, on peut récupérer les informations de Spring Security, par exemple, pour savoir quelle est la personne qui est loguée. Et comme ça, on pourra mettre ça dans notre base de données. Donc, si je lance cette petite appli et qu'on va voir sur localhost, pareil, toujours des personnes, on voit qu'il a peuplé automatiquement ces 4 informations-là, les created date, by, last modified date, by. Là, ils ont tous la même valeur. Je viens de créer. Si je faisais des puts, ce qu'on n'a pas le temps de faire dans cette démo, il ne changerait que les last modify par la dernière personne et le dernier timestamp. Yep. Oui, ils fournissent une entité de base. On peut faire un extend de auditing entity et du coup, on n'a pas besoin de rajouter les champs dans notre modèle.
La question, c'était effectivement, est-ce qu'on peut le faire sans mettre d'annotation et de nouveaux champs dans notre entité? Donc effectivement, on peut étendre une entité qui porte déjà ces champs. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est le support de Query DSL. Query DSL, c'est une librairie qui nous permet d'écrire des prédicats en Java et qui seront ensuite traduites en requête soit SQL, soit MongoDB. Donc ça, ce qui est intéressant avec Query DSL, c'est que du coup, ça se passe à la compilation, ça génère des classes qui nous permettent d'écrire des queries dans lesquelles on ne peut pas se tromper dans le nom des champs. On va le voir tout de suite comment ça fonctionne. Et si on se trompe dans le nom d'un champ, c'est la compilation qui va fail et pas la requête après coup parce qu'on aura mal nommé first name par exemple. Donc, pour ça, j'ai toujours mon starter data JPA. J'ai rajouté les dépendances à Query DSL, à la librairie elle-même, et un plugin, là c'est pour Gradle, il en existe pour Maven, qui va faire la génération des classes au démarrage, à la compilation, pardon. Donc j'ai toujours mon modèle, qui est exactement le même que tout à l'heure, mon repository, qui est presque le même. La seule différence, c'est que j'étends une deuxième interface qui va dire à Spring Data, en plus, j'aimerais bien pouvoir exécuter des prédicats Query DSL avec ce repository-là. Ensuite, dans mon application, qui est toujours la même, dans laquelle j'ai peuplé quelques personnages, je vais pouvoir du coup écrire des prédicats. Là, je les écris du coup sous format Java. Cette classe QPerson, c'est cette classe qui a été générée par Query DSL à la compilation et qui va du coup me permettre d'avoir des choses typées. Donc là, c'est le nom de mon entité et là, c'est le nom de mes champs. Donc je pourrais faire des first name, last age, je sais tous. Si je me trompe, et là, je suis incapable de me tromper dans la syntaxe de mes queries. Il y a plein de fonctionnalités, des container case, contains. On peut faire tout ce qu'on peut faire avec des requêtes. On peut combiner. On a des AND, des OR. C'est vraiment très puissant. Là, tout ça, c'est Query DSL. Il n'y a rien de Spring Data. La seule chose intéressante, c'est que Spring Data permet de jouer sur ces repositories. Si je fais un find all et que je lui passe le predicate, cette requête sous format Java va être convertie là en JPA parce que je suis avec JPA, mais il est aussi capable de convertir sur Query MongoDB. On va finir avec ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est Spring Data 2.0, nom de code K. Ça devrait sortir au mois de juillet, normalement, juste après Spring 5, parce que c'est basé sur Java 8, sur Spring 5, c'est-à-dire c'est le minimum requis pour la prochaine version de Spring Data. Et le vrai gros apport, ça sera le support de la programmation réactive. Donc à date, c'est compatible avec deux interfaces de programmation réactive, soit Spring Reactor, soit RX Java. Et actuellement, il y a 3 backends qui sont compatibles, Mongo, Cassandra et Redis. On va faire aussi une petite démo pour voir un petit peu ce qui arrive. Celle-là, c'est moins fiable. Tout est en build snapshot, donc on est moins sûr. Je récupère une nouvelle version à chaque fois que je la lance. C'est pas ce que ça va donner. Alors là, le build est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, je suis obligé de télécharger pas mal de choses sur les repos snapshot. Donc c'est juste un peu plus compliqué, mais grosso modo, les seules petites différences, on a maintenant des starters qui sont suffixés par -réactive, donc par exemple celui-là de MongoDB. Et c'est à peu près la seule chose qui est à noter ici sur ce build-là. Les autres choses, c'est pas très intéressant. Donc là, j'ai fait une petite appli un tout petit peu plus complexe pour qu'on ait quelques cas d'usage. On va juste regarder le modèle qui est exactement le même que l'autre. Add document toujours, c'est un document MongoDB.
un repository qui est en Reactive Mongo Repository cette fois. Et quelques méthodes aussi custo. Plusieurs choses sont à noter ici. J'ai utilisé là les interfaces de Spring Reactor. On pourrait aussi ici mettre des observables si on utilisait RX Java. Il y a une deuxième interface qui s'appelle, je crois, RX Reactive, qui nous donne la possibilité d'utiliser du RX Java à la place. Donc là, on va retrouver, à la place d'avoir des collections, on va retrouver des flux, donc des streams qui viennent de MongoDB. Et il y en a un qui est encore un peu plus particulier que les autres, c'est celui-là. Avec cette annotation infinite stream, on va streamer en continu, sans fin, les données depuis MongoDB jusqu'à mon application. On va le voir dans une petite démo après. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose sera inséré dans MongoDB, mon application le recevra comme un nouvel élément de mon flux en permanence. Donc ça ouvre des cas d'usage qui peuvent être assez intéressants. Donc pour regarder ça, j'ai préparé un petit contrôleur REST, cette fois-ci moi-même, pas grâce à Spring Data REST, qui écoute pareil sur /person. On va faire un tout premier cas, très simple, voir ce qu'on est capable de faire quand on récupère non plus des collections mais des flux, c'est-à-dire des choses asynchrones. On va être capable de faire des choses classiques de la programmation réactive, c'est-à-dire lancer par exemple 2 requêtes en parallèle, merger les 2 résultats et attendre qu'on ait la fin des 2 résultats pour retourner la réponse. Donc là, le but, ça va être de lancer cette requête et cette requête en parallèle. Tous ceux qui sont plus vieux que 30 ans, ceux qui s'appellent Brian, et on récupérera la liste mergée. Et pour l'instant, comme je n'utilise pas de partie réactive sur la partie web, je fais un bloc pour attendre la réponse avant de la renvoyer. Là, je vais lancer mon application. Je vais utiliser cette fois juste un petit script pour peupler, parce que là, on l'a vu, je n'ai pas dans mon main ce qu'il faut pour peupler. Si tout va bien, je devrais pouvoir peupler quelques utilisateurs. OK. Donc, si je retourne sur mon /person, là, je devrais avoir le résultat mixé de que des personnes qui ont plus de 20 ans, et aussi, si tout se passe bien, il devrait y avoir un Brian dans la liste. Voilà, qui est là à la fin. Si je rafraîchis plusieurs fois, on verra que Brian, il n'est pas forcément au même endroit. Les 2 requêtes sont en parallèle. Ce n'est pas toujours la première qui est arrivée avant. Donc là, on voit que Brian, il est en premier. C'est totalement asynchrone. On va finir par une dernière démo qui va montrer comment on va pouvoir intégrer le flux de données qui vient de MongoDB. Là, je vous ai montré, il y a une méthode qui me permet d'avoir des flux d'événements dans mon application en continu. Ce que je vais faire, c'est que je vais les poursuivre et je vais les envoyer grâce au server sent event à mes navigateurs. Donc là, mes navigateurs, avec le petit bloc de code qu'on va poser, vont être informés en permanence et instantanément qu'un nouvel élément est apparu dans ma base Mongo. Donc pour ça, j'utilise ma méthode findBy, qui est une méthode qui recevra en continu des événements. Et je lui dis, à chaque fois que tu as un événement, tu utiliseras ce petit service, un petit service Java que j'ai fait qui fait du SSE vers les navigateurs. Tu lui enverras le message et je m'abonne à ce flux qui est infini. Donc si on relance cette application, j'ai préparé à la racine normalement une petite page. C'est juste un petit tableau qui, en JavaScript, est connecté en server-side event à mon serveur Java et qui va, à chaque fois qu'il reçoit un événement, le rajouter dans la liste. C'est pour ça que j'avais préparé un petit script. Si tout se passe bien, ce petit script il va me permettre de faire l'inverse. Lui, il fait un post et ça va insérer une donnée dans Mongo qui sera instantanément poussée vers mes navigateurs. Voilà, en direct. Là, je pourrais avoir 1, 5, 10, 100 navigateurs. Ça ne changerait rien. J'aurais toujours qu'un seul flux entre mon Mongo et ma base. Et après, c'est lui qui ferait le dispatch d'événements. Je n'ai pas besoin de faire de thread qui attend, qui boucle infiniment sur ma partie MongoDB. C'est fait grâce à toute cette partie réactive. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.